Salut, c'est PC sur collaborationsolve.com, le podcast et la newsletter qui te donne les moyens de transformer ton milieu de travail avec des solutions concrètes, testées sur le terrain et pas juste en théorie. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire pour démarrer des expérimentations contrôlées et ne plus avoir peur de l'échec. Pour cela, je reçois Nathalie Rivière, PDG de Cometa Communication. Elle permet aux entrepreneurs de sortir du lot avec des contenus qui les rapprochent de leur communauté locale et des entreprises sociales. Elle présente également le chapitre de Montréal des Fuck Up Nights afin de changer les idées préconçues sur l'échec dans la culture corporative. Salut Nathalie! Enchantée, j'apprécie l'invitation, Persévère. Alors, tu m'avais ramené un concept intéressant sur pourquoi est-ce qu'on a peur finalement d'expérimenter. Qu'est-ce qui nous retient? Chez Fuck Up Nights, puis on doit dire le fuck ici, là, j'imagine. Yes, fuck, 12 fois si tu veux. On peut aussi appeler ça Fun Montréal, mais Fuck Up Nights, c'est un mouvement global, puis ils ont des événements publics communautaires, comme on fait depuis 7 ans. Ils ont aussi un institut d'échecs. Puis avec cet institut, ils ont travaillé en collaboration avec des universités, avec le gouvernement, à travers leurs années, pour pouvoir pointer pourquoi ça existe dans les milieux professionnels, qu'est-ce qui fait que les entreprises échouent, qu'est-ce qui fait que les différentes cultures, c'est quoi les variations entre les pays aussi. T'sais. Alors, tous les détails autour de l'échec, incluant les émotions. Puis ils offrent des programmes, des ateliers, et j'ai eu l'honneur de les faciliter avec eux plusieurs fois à travers les années. Et spécifiquement, il y en a une qui parle de la peur qu'on peut ressentir. Et si on décortise un peu la peur, c'est souvent relié à la honte, et ça qui est paralysant. Donc, c'est ça normalement qui bloque les gens parce que la honte, ça relie directement à notre perception de soi. C'est comme je suis mal, donc mon existence est un échec. Puis ça rend très personnel et donc justement prendre l'échec personnel. Il y a l'autre qui est comme avoir un regret. Et ça, au moins, on peut travailler parce qu'on peut s'excuser, on peut l'intégrer, on peut travailler sur comment le réparer, révolutionner là, aussi si on veut, mais au moins il y a de l'action là-dedans. Puis ça, c'est un ingrédient très important quand on parle de l'échec, c'est de ne pas perdre cette momentum, cette action pour qu'on peut continuer et apprendre de ce qu'on nomme un échec dans le moment. Et j'ai comme l'impression d'entendre des quotes de Star Wars, tu sais, Fear is the path to dark side. Mais là, c'est la peur engendre la honte qui engendre le regret, ou est-ce qu'il y a un lien de causalité entre les trois, ou est-ce que c'est plus complexe que ça? C'est sûr que tout le monde a un mix, puis quand on regarde, même si on voulait définir échec, la définition, ça serait différent pour tout le monde. Ouais. Puis c'est un phénomène universel, on s'entend, tu sais, c'est la vie qui fait ses hauts et ses bas, c'est cycle naturel pour tout le monde. Puis je dirais que la peur aussi, c'est une émotion de base, puis c'est impliqué dans notre survie. Et si on décortise, on définit la peur pour l'individu, c'est sûr qu'il va y avoir aussi d'autres définitions, des différentes sensibilités, je dirais. Puis aussi, je dirais le stress qui peut quand même être servi pour... il y a des bonnes stress aussi donc, dans la vie, donc c'est très personnel et complexe comme définition ou comme réponse. La peur, comme l'échec, c'est un grand sujet. La peur d'expérimenter quelque chose, quelque part, c'est peur d'avoir honte de rater et de montrer qu'on a raté, de se dire je suis un raté, mais je j'ai pas réussi. Puis c'est aussi la peur de regretter. Est-ce que c'est regretter d'avoir essayé quelque chose, ou c'est peur d'avoir essayé quelque chose? C'est intéressant parce que dans l'atelier, quand on parle de la peur, l'honte et le regret,
ça nous amène aussi à voir les peurs réelles versus les peurs fictives. Puis la plupart des peurs, même dans les milieux professionnels, quand on a fait des sondages à travers les travailleurs, la plupart des peurs, ben, honnêtement, si on n'est pas dans une guerre ou une tornade ou vraiment une peur réelle, que l'avion est en train de tomber, des exemples très extrêmes, ben, la plupart du temps, sinon, nos peurs sont fictives. Puis la peur que ma réputation va être endommagée, la peur que je vais pas réussir, puis les gens vont rire de moi, la peur que je vais avoir l'air que je connais pas mon métier ou je suis pas une experte finalement. Donc souvent c'est la peur de quelque chose possible qui empêche les gens d'aller d'avant. Ce que j'aime bien avec ce que vous faites par exemple à Fuck Up Nights, vous dédramatisez le ridicule d'avoir raté quelque chose pour en faire une expérience relativement fun. On essaye. C'est ça. Ça me rappelle un exercice qu'on a vu dans un épisode aussi comme ça, où on d'essayer de rapprocher une équipe qui ne se connaît pas très bien et de se donner un petit peu un espace de ridicule contrôlé, de rire un peu de nous-mêmes, permet aux gens de se rapprocher dans un groupe. Est-ce que tu as vu des choses comme ça arriver dans Fuck Up Nights? Oui, beaucoup. Mais je pense que c'est aussi important de préciser, puis on le fait à chaque soirée, qu'on n'est pas là pour célébrer l'échec parce que c'est pas fun de vivre les échecs ou d'échouer. Là, on s'entend, là, c'est clair, là, on veut renforcer ça. Mais on est là pour censer l'humour et censer l'humanité là-dedans. Parce que c'est universel, ça nous arrive tous. Et on est mieux de le sortir et d'en parler et de pouvoir briser les tabous qu'on parle pas de ça nous arrive pas. La façon que moi je le définis après toutes ces années, c'est on pratique la vulnérabilité. C'est pas quelque chose de très commun dans les milieux professionnels et même en général dans notre société. Alors, tu sais, j'explique vraiment que c'est ça la vulnérabilité, c'est ça quand on le ressent, qu'on le voit, quand on l'entend, quand on est à côté ou dans la même chambre de quelqu'un vulnérable, là, c'est ça. Bon, on donne aussi la permission de dire le mot fuck, donc ça aussi, ça brise les tabous, puis ça amène un côté plus le fun ou plus vibrant, je dirais. Mais les rencontres qui se font, le réseautage, on a eu souvent le commentaire que c'est des rencontres très puissantes qui peuvent se faire dans un milieu de même parce qu'on n'a pas à avoir besoin de garder cette posture trop parfaite, trop propre, pour impressionner. Alors, il y a vraiment des résultats puissants. Après, puis ça, c'est fascinant aussi. C'est de voir l'échec comme vraiment un défi. Puis quand on dépasse le défi, ben il y a quand même des gains et des apprentissages. Donc, il y a une valeur aussi à vivre tout ça. Puis, même si c'est pas le fun de le vivre, là, on peut, il y a des bénéfices aussi, ce qui est le fun quand on les trouve surtout ensemble avec une bière et du popcorn. Ouh, ouais, ça c'est une invitation. Et justement, pour continuer sur cette idée de défi, qu'est-ce que toi tu as observé des personnes qui partageaient les choses sur comment est-ce qu'elles ont réussi à changer leur mindset pour aller se challenger à essayer d'expérimenter des choses? C'est le mot-clé, honnêtement, pour Fuck Up Nights, parce que si on demande à Fuck Up Nights de définir c'est quoi l'échec, il pointe vers le mindset de quelqu'un. Puis il réfère aussi au travail d'un docteur qui s'appelle Carol Dweck aux États-Unis. C'est elle qui parle du growth mindset en anglais. Puis c'est l'inverse, c'est un mindset fixe. C'est des tendances naturelles, mais même la vidéo que le docteur a fait, puis tout son travail, on encourage de montrer ça aux enfants, puis commencer tôt à voir la vie comme un défi et pas un échec personnel, où les défis dans la vie sont pas personnels, c'est pas apprendre personnel, ça veut pas dire que toi t'es pas bonne ou toi t'es mauvais. C'est que ça c'est difficile. Il y a un défi qu'on fait face, puis on peut apprendre et on peut agrandir et il y a plein d'opportunités là-dedans aussi. Alors, comment changer son mindset? Mais c'est aussi un travail personnel. Je pense
d'entendre les autres aussi, ça aide à ouvrir les gens à l'idée au lieu de le vivre eux-mêmes, tu sais, de pouvoir le partager et voir les exemples qu'on a à travers le monde chez Fuck Up Nights, de tous les entrepreneurs et les professionnels qui l'ont vécu. Et ça encourage aussi. Je pense aussi à prendre des risques calculés, tu sais, de pas se lancer avec tout son compte d'épargne, là, avec quelqu'un que tu viens de rencontrer, là. Il y a aussi une façon de gérer les risques. Puis si je disais que qu'est-ce qu'il y avait en commun, tous les gens, je pense vraiment le mot clé pour moi, c'est un momentum. Tu sais, ils osent. Il faut oser, il faut que ça vit. Alors, de oser autant, c'est motivé par des fois la curiosité, par un besoin réel, une passion personnelle. Mais qu'est-ce qui encourage les gens d'oser ou non, là, je pense aussi l'énergie personnelle, la croyance personnelle, mais surtout leurs environnements, tu sais, qui les encouragent, ou un environnement où tu te sens assez secure pour pouvoir oser. Tu dis que ça prend un momentum pour que quelque chose se passe au niveau de ton état d'esprit et que tu te permettes d'aller expérimenter quelque chose. Quel type de momentum, toi, tu as vu dans les soirées Fuck Up Nights qui sont des choses qui créent ce déclic? Oui, c'est très spécifique à comme mes observations personnelles, ce que je partage, mais souvent les gens où ils ont trouvé un programme qui les a encouragés de tester quelque chose, ou ils ont rencontré quelqu'un qui avait la même passion que eux, puis ça les a inspirés, ou ils ont rencontré un besoin réel, un client potentiel qui voulait vraiment ça, puis ça les a motivés de le faire. Ou il a rencontré, tu sais, il y a toujours quelqu'un, like, c'est pas seul dans ton sol là, que ces choses-là arrivent. Alors, ça prend une énergie en mouvement, donc un momentum. On s'entend aussi que l'énergie vient de l'interne. Donc, il y a une énergie externe, mais il y a c'est sûr, et l'énergie se crée entre les gens, entre les conversations, entre les occasions, mais il y a aussi une énergie interne. Donc, il y a quand même une santé personnelle aussi que j'imagine que ça prend pour avoir l'énergie à oser puis à confronter les défis qui sont garantis. Alors, j'ai envie que aujourd'hui, ce soit toi la personne qui initie les gens à oser et à faire quelque chose, à partir d'une expérimentation si ils se sentent pas nécessairement prêts à le faire. Puis, tu le disais tout à l'heure, il faut pas nécessairement aller toujours all-in. Il faut avoir quelques paramètres, quelques guidelines, des barrières de sécurité pour s'assurer que on fasse une expérimentation déjà qui va au bout, sur lesquelles on peut au moins refléter si ça s'est bien passé et qu'est-ce qu'on peut essayer d'autre. Comment est-ce qu'on pourrait faire une expérimentation contrôlée étape par étape? J'adore. Puis là, on va parler plus à mon expérience avec mes études et mon entreprise. Comme état, je suis entrepreneur depuis 18 ans. Étonnamment. Alors, on parle de résilience et c'est moi qui va me vulnérabiliser ici. Parce que quand moi, j'ai étudié en affaires, le cours en entrepreneuriat, c'était comment faire un plan d'affaires. C'était ça le cours. Puis on s'entend qu'un plan d'affaires, c'est quelque chose qu'on peut faire dans nos sous-sols. Puis on peut rester seul longtemps avec cette idée-là. Puis on peut s'inventer plein des choses tout seul, sans avoir connecté à quelqu'un ou un besoin réel. Ils ont compris ça. Puis il y avait une énorme évolution dans l'éducation en entrepreneuriat par un monsieur qui s'appelle Steve Blank de Stanford en Californie. Puis j'ai eu le privilège d'étudier avec lui et il présente un modèle qui s'appelle le Lean Launchpad. Puis un cours typique en Lean Launchpad, on imagine 10 semaines. Puis l'outil principal dans le Lean Launchpad, c'est le Business Model Canvas, que j'imagine que tu avais entendu parler déjà. Puis un Business Model Canvas, c'est comme amener le processus scientifique en affaires. Donc, on fait notre hypothèse dans une page. Et la première semaine, on développe notre hypothèse en équipe. Donc là, on sort avec notre idée d'affaires. Puis les prochaines semaines, chaque semaine dans le cours, les prochaines 9 semaines, on va rencontrer 10 personnes chaque semaine.
puis 10 personnes d'intérêt. Puis des genres d'intérêt peut être un potentiel client, un potentiel fournisseur, un potentiel collaborateur, un potentiel membre de ton équipe. Mais chaque semaine, on rencontre 10, puis à la fin de la semaine, on revient et on réévalue notre hypothèse. On fait un nouveau Business Model Canvas en conséquence des résultats et on va tester une autre 10 personnes la prochaine semaine. Donc, à la fin de la processus, si tu rencontres 10 personnes par semaine pendant 10 semaines, tu as 100 personnes qui t'avaient testé ton idée. Puis, on s'entend aussi que des fois, des idées, c'est pas juste conceptuel. Ça prend un exemple, comme un modèle de produit ou c'est quelque chose qui dépicte ou qui démontre le produit ou l'idée, le service. Donc, ça, il l'appelait un MVP, Minimal Viable Product. Puis ça, pour moi, ça peut être aussi un site web. Et c'est là où je fais le lien vers Cometa. Tu peux faire l'idée Business Model Canvas, Lean Startup. Je l'encourage. Tu n'as pas besoin d'un cours pour le faire. Mais le but, c'est tester vos idées avec des autres puis écoutez-le. T'sais, la première semaine, c'est pour toi, développer ton idée. Mais après, t'écoutes. Puis on apprend beaucoup en écoutant. Et c'est une très bonne affaire à savoir faire comme entrepreneur, je dirais, et humain en général. Mais tout ça, le but, c'est de justement être capable de tester et avoir des résultats rapides pour pas aller trop loin tout seul avec ses idées dans son sous-sol. Je vois ça comme en 3 phases. La première phase, c'est une idéation qu'on fait, de manière isolée. On est seul ou à plusieurs, mais on bâtit une hypothèse sur pourquoi on veut faire ça, qu'est-ce qu'on veut faire, pour qui, à qui est-ce qu'on s'adresse. Et ensuite, la deuxième phase, c'est la validation. Donc, une semaine où on présente cette hypothèse aux personnes à qui on veut offrir ce qu'on veut offrir. Et comment est-ce qu'on récupère cette information-là? Est-ce que ça se fait en direct? Comment ça se passe? Tu te présentes, tu donnes ton idée de base, puis là, laisse-le poser des questions, puis quand ils comprennent ou si tu as vraiment touché à quelque chose qui est relié à leurs besoins, parce que tout le monde est intéressé dans leurs besoins avant tout. Une fois qu'ils sachent qu'ils sont là pour leurs besoins, ils sont à la bonne place, bien là, il va savoir sur toi, mais vraiment, ça devrait être assez évident quand tu as touché à une de leurs besoins. Puis là, les gens vont parler, t'sais, même s'ils étaient fermés au début. Quand tu as touché à un sujet qui les touche vraiment, là, sensible, puis qui a de la valeur pour eux, ils vont absolument s'ouvrir. Donc, peut-être mieux de l'enregistrer pour que pas prendre des notes. Vraiment de prendre le sommaire de l'expérience de la conversation et là, le traduire en feedback, revenir au point que tu amènes pour dire est-ce que ça valide ou est-ce qu'il faut retravailler, est-ce qu'il faut évoluer, est-ce qu'il faut essayer d'autres choses. Ce qui fait que là, on arrive à une première itération. On a fait un cycle complet de j'ai travaillé, j'ai présenté, j'ai réévalué, je représente, encore une fois. Puis là, tu disais que dans ce que tu avais fait, on le fait une dizaine de fois, ce qui fait qu'on rencontre un panel de personnes assez grand, une centaine de personnes. Au bout de la dernière itération, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est pas toutes les idées qui durent les 10 semaines. C'est dans les exemples que j'ai, il y en a qui n'ont pas passé le test. Donc, ça n'était pas validé à la fin. C'est pas quelque chose qui allait de l'avant. Les idées qui duraient les 10 semaines, ben après avoir rencontré 100 personnes puis avoir validé une idée, tu as déjà quasiment tes clients qui t'attendent, ton partenaire qui tester un peu, valider tes fournisseurs potentiels. Alors, il y a déjà un momentum. Il y a déjà... Et j'essaie de trouver le parallèle qu'on peut faire avec... quand on est dans un milieu de travail, qu'on essaie de faire bouger les choses, on n'est pas nécessairement en entrepreneuriat, mais comment est-ce qu'on peut s'inspirer du Lean Launchpad pour tester des affaires? Okay? On veut modifier quelque chose dans son équipe, on veut modifier un comportement, quelque chose. Mais on se dit, mais si j'essaye ça, l'équipe va être contre moi, je vais rater. Comment est-ce que toi, tu vois la possibilité d'utiliser cette même méthode-là juste pour expérimenter quelque chose de nouveau, que ce soit au travail, ça peut être dans la vie, finalement, c'est pratiquement la même chose.
D'après moi, on est ou entrepreneur ou intrapreneur. Alors, on est toutes là pour amener nos idées, tu sais, on voit toutes les choses de façon unique, puis tout le monde a quelque chose unique à contribuer. Alors là, on parle pour moi d'un scénario où l'audience ou à ceux que tu veux vendre ou communiquer, c'est les mêmes membres de ton équipe. C'est à l'interne d'une entreprise, mais ça change pas le processus de communication, le processus de vente et marketing pour moi. Puis si on veut vendre quelqu'un, encore une fois, il faut que ça soit pertinent à eux. Il faut que ça réponde à un de leurs besoins. Il faut qu'ils comprennent les avantages pour eux. Il faut qu'il y ait une valeur pour eux. Puis comment est-ce qu'on sort ou on découvre tout ça ensemble? Et on peut prendre les mêmes outils assez accessibles justement dans les marketing numériques que les sondages, les polls, les courriels, des concours, des événements, tout ce qui peut être mesuré et qui encourage la relation et la communication, ben on peut se servir également de ces outils-là à l'interne. Ça reste quand même la communication et la persuasion ou l'idée de vente et marketing. L'influence, presque. Ouais. Puis c'est la même chose, c'est même personnellement, les relations, on est toujours en négociation. Mais on veut arriver à que c'est win-win, tu sais, puis tout le monde sort avec les bénéfices, puis que ça soit agréable et quelque chose aussi qui peut se répéter à la long terme. Mm-hmm. Comme on dit, tu sais, on est dans le business des relations, puis notre responsabilité en tant que marketer, c'est d'attirer, bâtir et maintenir les relations à long terme pour nos clients. C'est les humains qui achètent. Même il y a le IA et plein de conversations, puis tout ça, c'est merveilleux, mais il n'y a pas des robots qui t'achètent tes produits ou services encore. Hein. C'est les humains. Alors, c'est les relations qui sont à la base de le monde en affaires aussi. Puis, si il faut vendre ou convaincre ton équipe, mais ça reste les mêmes principes. Parce que j'imagine que si on est dans un groupe, moi j'essaie toujours de voir, j'imagine le scénario le pire, ok, on est dans un milieu de travail assez difficile, assez fixed mindset, comme tu disais, ok, donc c'est difficile de faire passer des changements, c'est difficile d'améliorer les choses, les gens sont plutôt réfractaires. Ce qui est humain, ça arrive. Si je me mets dans une posture d'expérimentation, j'expérimente rapidement quelque chose à faire, et surtout j'écoute les commentaires des gens, et je leur remontre une deuxième version qui est teintée, qui prend en compte leurs commentaires. Quelque part, je donne aussi un exemple d'état d'esprit un petit peu plus ouvert. Peut-être que eux, ça va aussi les influencer à être plus ouverts à le tester par la suite. Oui. Ça peut peut-être partir le fameux momentum dont on justement. Puis sinon, s'ils ont des feedbacks, ben là, ça aussi, c'est un momentum quand même. Là. Même si c'est pas dans la direction finale, ben il faut essayer. Parce que les choses, même s'il y a des défis, les choses qui continuent après, quand on continue, même si quelque chose arrête, là, on continue dans la vie, puis on continue et on ose encore dans notre carrière en général, avec notre idée, peut-être pas dans le format qui vient de se prouver qu'il n'y a pas de vie pour celle-là, là, mais on continue. C'est ça, un grand principe dans Fuck Up Night, autour de l'échec, c'est la résilience. Il faut continuer. Don't give up. Sometimes, ils disent en Fuck Up Night, shit happens. Puis c'est juste ça. Mais au minimum, tu as l'occasion d'agrandir personnellement. De comment toi, entre toi et toi, comment toi tu vas vivre ça, comment toi tu vas intégrer ça, comment toi tu vas te servir de ça. Au minimum, tu as ça à gagner s'il n'y a rien d'autre à apprendre de la situation. Wow, super inspirant. Prochain rendez-vous des Fuck Up Night, c'est quand? Justement, c'est le 7 septembre à un 5 à 7 à O Studio à Mile End. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup Nathalie pour nous avoir aidé à mieux développer notre résilience à l'échec. Merci. Retrouvez les conseils de Nathalie et bien d'autres dans la newsletter de collaborationsoft.com. Et à bientôt pour un nouvel épisode du podcast qui te donne les moyens de changer ton milieu de travail avec des solutions concrètes sur le terrain et pas juste en théorie. Allez, des bisous!